Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement notre candidate Juliette Chenel-Leroux, accompagnée de nos invités Aymeric Céasso, Olivier Faure et Marine Tondelier. Pauline. Donc on va couper la nuit. Bonjour à tous et bienvenue à ce meeting de la liste Unis pour Nice, la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes conduite par Juliette Chenel-Leroux. Alors avec Pauline, nous sommes colistières et nous allons avoir le plaisir de vous présenter nos intervenantes et intervenants de grande qualité, locales, locaux et nationaux, aujourd'hui. Pauline Nalès, actuellement, donc, elle est attachée territoriale à la métropole Nice-Côte d'Azur. Avant de s'installer à Nice, elle a longtemps travaillé en Inde, au Japon et en Birmanie, particulièrement dans les domaines de la coopération culturelle internationale. Elle a aussi travaillé pour le Parlement européen sur la question de la protection des mers et des océans, notamment de la Méditerranée. Et ses compétences en la matière sont une vraie chance pour notre liste. Merci beaucoup Christine, je suis honorée de présenter ce meeting avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence plus que précieuse. Christine, je te présente également à mon tour bien sûr. Donc, tu es professeure de français langue étrangère, tu as été conseillère régionale, présidente de la régie culturelle régionale, tu as été choisie par Michel Vauzel pour être sa vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine culturel. Durant ton mandat, tu as fait de l'accès à la culture pour toutes et tous sur l'ensemble des territoires une priorité. Tu as notamment agi à Nice pour soutenir concrètement les structures locales et les acteurs et actrices culturels. Ton expérience et ta ténacité seront autant d'atouts pour le mandat à venir avec Juliette Chenel-Leroux. Merci Pauline. Avant de passer la parole à notre premier intervenant, je voudrais saluer notre premier secrétaire fédéral du Parti socialiste des Alpes-Maritimes, José Garcia-Abia. Oui, on peut l'applaudir. José, qui a été un des artisans de ce rassemblement qui nous réunit aujourd'hui. Et c'était vraiment un travail d'orfèvre pour lequel il fallait tout le talent et la fine connaissance des réalités politiques locales. Donc c'était José qui s'en est occupé et merci à lui. Je voudrais également saluer Jacques Tibéry, ancien secrétaire départemental de la Fédération du Parti communiste des Alpes-Maritimes. Ancien secrétaire général de la CGT Construction et ancien vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Jacques d'être là. Merci beaucoup Christine. Je voudrais également saluer Paul Cuturello,
qui a été conseiller général, pendant 31 ans conseiller municipal tenace d'opposition à Nice, et à qui on doit l'initiative de nombreuses améliorations de la vie des Niçoises et Niçois, dont la baisse des tarifs du parc Phénix et le passage de la gestion de l'eau en régie municipale. Bravo. Merci beaucoup d'être là. Saluer également Jacques Victor, ancien conseiller municipal de Nice sous Jacques Médecin, ancien conseiller général pendant 3 mandats, qui nous fait l'honneur et le plaisir de pousser cette liste en y figurant sur la 67e place. Je vais maintenant appeler notre premier intervenant, qui est Julien Picot. Je vous dis quelques mots sur Julien, qui est fonctionnaire territorial et chargé des finances dans une mairie où il met chaque jour son expertise au service de la bonne gestion des deniers publics et de la défense des services de proximité. Militant syndical de longue date, engagé très tôt, il a choisi de se battre pour la justice sociale, pour la solidarité et pour les droits des travailleurs. Il a été élu secrétaire départemental du Parti communiste français des Alpes-Maritimes en 2023 et tous les jours, on peut apprécier son énergie et son dynamisme. Donc j'appelle Julien Picot. Bon, c'est à mon tour. Chers amis, chères Niçoises, chers Niçois, chers camarades, chers partenaires de l'Union, merci d'être venus si nombreux ce soir. Merci pour votre présence et surtout, merci pour votre engagement au quotidien. Je souhaite remercier José Garcia, évidemment, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, qui avec lui, nous avons réussi à mener tout un tas d'unions dans quelques collectivités du département, assez nombreuses. Je remercie aussi les Verts, puisqu'on a réussi aussi à faire l'union dans pas mal de communes aussi. Et c'est très important, et ça c'est un signal fort pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est un grand moment de rassemblement, de fraternité et d'espoir. Je veux d'abord remercier chaleureusement les invités venus nous soutenir. Merci à Marine Tondelier. Merci à Olivier Faure. Merci à mon ami et camarade Émeric Seasso. Mais également à toutes les personnalités de gauche et de l'écologie qui nous soutiennent. À Clémentine Autain, François Ruffin, Delphine Bateau, Benjamin Lucas et bien évidemment mon camarade Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste. Je tiens également à remercier Juliette Chenel-Leroux, notre tête de liste, pour son engagement et sa détermination. Nous sommes une gauche rassemblée, déterminée et fière de porter une alternative crédible pour répondre aux aspirations du peuple. Cette union, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas qu'un accord électoral. À Nice, nous avons su nous parler, nous écouter et agir ensemble. Cette dynamique de rassemblement a dépassé les frontières de la ville. Elle s'est propagée également dans le reste de la métropole et de notre département. Alors ce soir, je veux dire bravo à chacune et chacun d'entre vous. Bravo à celles et à ceux
qui se mobilisent sur le terrain, dans les quartiers, dans les associations et qui font vivre au quotidien cette espérance. Notre liste, Unis pour Nice, est unie pour changer la vie des gens. Notre ville, Nice, est magnifique, mais beaucoup de Niçoises et de Niçois souffrent. Ils souffrent du manque de logements accessibles. Ils souffrent du manque de transport dans les quartiers périphériques. Mais tout n'est pas perdu. Certes, notre ville est mal gérée, mais elle est riche, riche de ses habitants. Nice mérite mieux. Nice est riche et avec une politique volontariste, notre ville a les moyens de répondre aux besoins des habitants. Je laisserai Juliette plus tard développer le programme. En tout cas, une chose est sûre, nous voulons remettre l'humain et l'écologie au cœur de notre projet. Pour cela, il faut faire barrage et proposer une alternative. Nous le savons, le contexte politique à Nice est difficile. D'un côté, un pouvoir municipal épuisé, celui de monsieur le maire, Christian Estrosi, à bout de souffle et déconnecté des réalités. De l'autre côté, la menace de l'extrême droite, celle d'Éric Ciotti, qui rêve d'imposer sa vision autoritaire et réactionnaire à notre ville. Certains voudraient nous faire croire qu'il y a une différence entre ces deux droites. En vérité, elles convergent. Elles ont le même objectif. Un objectif tourné vers le luxe et les plus riches, qui oublie les Niçoises et les Niçois. Une politique qui tourne le dos aux classes populaires et aux valeurs d'humanité. Et c'est précisément dans cette vision de la droite et de l'extrême droite que nous, à gauche, nous avons une chance et une responsabilité historique de l'emporter. Ne laissons pas la ville de Nice devenir la honte du pays. La 5e ville de France ne doit pas tomber entre les mains du Rassemblement national. Rappelons-nous de notre histoire. Notre ville, c'est celle de la Libération, c'est celle de Virgile Barrel. À Nice, nous avons une possibilité de renouer avec la dignité, d'offrir un avenir meilleur, un avenir de justice sociale, d'écologie et de solidarité. Pour cela, une réelle alternative est possible, celle portée par notre liste. Mesdames et messieurs les journalistes, vous qui jouez un rôle central dans le bon fonctionnement de notre démocratie, à travers vous, nous voulons nous adresser aux Niçoises et aux Niçois. Citoyennes, citoyens, vous avez le pouvoir de changer les choses. L'union ne peut pas se faire autrement qu'avec le peuple niçois. Vous avez les clés entre vos mains, celles d'élire une gauche unie, responsable et républicaine. Vous portez cette responsabilité. Ensemble, nous portons cette responsabilité. La seule alternative crédible, c'est Unis pour Nice. La seule qui peut passer au second tour face à Christian Estrosi et Éric Ciotti, c'est Unis pour Nice. La seule union qui peut faire gagner la ville, c'est Unis pour Nice. Ce qui a manqué à Nice, c'est la volonté politique de mettre les richesses de notre ville au service des habitants. Nous irons jusqu'au bout. Je veux le dire très clairement, nous ne nous retirerons pas au second tour. Ce non-retrait, c'est la garantie d'une victoire possible.
d'une alternance réelle et d'un nouvel espoir pour la ville. Notre liste, Unis pour Nice, c'est une équipe expérimentée, composée de personnes de qualité qui ont déjà fait leurs preuves au conseil municipal, au conseil départemental, au conseil régional, en gestion comme en opposition. À gauche, cela compte. Aucune autre liste à gauche ne dispose d'élus ou d'ex-élus avec une expérience aussi solide que la nôtre. Face aux défis immenses que traverse notre ville, face à l'urgence sociale que vivent les habitants, nous le répétons, nous n'avons pas le temps de nous éparpiller. À Nice, l'union la plus large porte un nom, Unis pour Nice. Je le dis très tranquillement, les élections municipales ne doivent pas servir de tremplin à des ambitions personnelles pour les élections présidentielles. Ce serait trahir le peuple niçois, qui attend depuis de nous des réponses concrètes à ses besoins quotidiens, pas des petits calculs électoraux. Contrairement aux autres candidats, nous avons choisi de faire une campagne digne, respectueuse et de porter avant tout notre projet. Pour finir, je veux rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui s'engagent dans cette campagne, aux militants, aux bénévoles, aux colleurs d'affiches, aux camarades qui sont devenus facteurs, aux équipes sur les marchés, devant les écoles, dans les associations. Chers camarades, vous êtes la force de cette campagne. Vous êtes le visage de l'union. Ensemble, faisons battre le cœur de Nice à gauche. Ce soir, lançons un signal fort. Un signal fort, c'est... C'est ensemble, hein. Donc, la gauche est debout à Nice. L'union est là. L'espoir revient. Nous savons que cela n'est pas facile. Mais nous savons aussi que rien n'est impossible quand on est unis. L'union, ça marche. L'union, ça gagne. Alors, à toutes celles et à ceux qui doutent encore, à toutes celles et ceux qui hésitent, je veux vous dire, venez avec nous. Venez construire une liste juste, plus solidaire, plus écologique. Ensemble, écrivons l'histoire de Nice. Oui, Nice peut redevenir une ville populaire. Oui, Nice peut redevenir une ville fraternelle. Oui, Nice peut devenir une ville écologique. Alors, ensemble, main dans la main, nous ferons battre le cœur de Nice à gauche. Merci à toutes et à tous. Vive l'Union, vive la gauche et vive Nice. Merci beaucoup Julien et on va passer la parole à Patrick Allemand, niçois, socialiste engagé, passionné de cyclisme. Patrick Allemand a consacré l'essentiel de son parcours à l'action publique locale et régionale. Élu au conseil régional de PACA de 1992 à 2015, il en a été le premier vice-président pendant 18 ans. Conseiller départemental de 1998 à 2009 et conseiller municipal de Nice de 2008 à 2020, il a toujours placé sa ville au cœur de son engagement. Ancien cadre de la fonction publique territoriale au conseil départemental, il met son expérience au service d'une action publique exigeante et proche des habitants. Merci beaucoup Patrick, on t'écoute. Bonsoir à tous. Je voudrais à mon tour prendre quelques secondes juste pour remercier Aymeric, Marine et Olivier Faure d'être venus
jusqu'ici à Nice. Saluer José Garcia, pas pour tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais parce qu'il a joué un rôle clé pour organiser l'arrivée d'Olivier Faure à Nice. Mais c'est surtout vous tous que je veux remercier d'être venus si nombreux pour un meeting qui se tient à guichet fermé. Quelle belle image de la gauche offrons-nous à notre ville, socialiste, communiste et écologiste, rassemblés derrière notre tête de liste, Juliette Chenel-Leroux, pour construire ensemble un autre Nice, un nouveau Nice. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous ne partons pas à cette élection pour amener quelques sièges d'élus d'opposition. Nous partons pour gagner, nous voulons gagner, et nous pensons que c'est possible. Alors, Julien y faisait allusion à l'instant, mais 80 ans tout de même, mes chers amis. 80 ans après Virgile Barrel, c'est à notre génération qu'incombe la responsabilité d'en finir avec cette droite qui domine la politique locale sans partage. Alors, pour y parvenir, il faut remplir quand même quelques critères. D'abord, il fallait commencer par rassembler la gauche. Rassembler la gauche, ce n'est jamais facile. Mais nous y sommes parvenus. Nous avons tous laissé de côté nos rancœurs, nos égos, parce que la campagne que nous menons est bien plus exaltante que les querelles d'appareils et de boutiquiers que la droite propose. Ensuite, il fallait un projet. Nous y avons travaillé, beaucoup, 6 mois tout de même. Mais ce projet, nous l'avons. Et je ne donnerai qu'un seul exemple. On veut gagner pour que les 70% de Niçoises et de Niçois qui sont éligibles à des logements sociaux introuvables puissent en fait se loger. Alors, je ne vais pas développer notre projet. Juliette va le faire avec le talent qu'on lui connaît. Mais je veux revenir 2 secondes sur Aymeric, Marine et Olivier. S'ils sont ici, c'est pas pour nous parler de gratuité ou autre chose du projet, mais c'est parce que nous sommes la 5e ville de France. La 5e ville de France et qu'elle risque de basculer à la droite extrême. Alors, ils sont venus dire à l'ensemble de la gauche présente, ici ou dehors, ils sont venus pour expliquer que les communistes sont ici, que les socialistes sont ici, que les écologistes sont ici, que les micro-partis sont aussi ici, et que le rassemblement, il est là et nulle part ailleurs, et que c'est pour ça qu'il faut voter utile dès le premier tour. Alors, l'autre condition, il fallait un éclatement de la droite. Nous l'attendions avec gourmandise depuis 2017. Et il faut le dire, nous ne sommes pas déçus. La guerre entre les estrosistes et les ciotistes est à son paroxysme. C'est le grand mercato électoral. On parle de transfert, on parle de prise de guerre. Les menaces pleuvent. Il y en a même un qui aurait dit « Toi, le barbu, on va s'occuper de toi après les élections. » Depuis, chaque matin, je me rase et je regarde si... Ah oui. Ce n'est pas notre conception de la politique. Et les Niçoises et les Niçois sont lassés de ces invectives stériles. Enfin, dernier élément à prendre en considération, les 3 députés de Nice sont ciotistes. Et il a même fallu y avoir une députée socialiste, Laure Quignard, qui, bien que battue, a réalisé 48% des voix au second tour. Alors, 48% à Nice pour la gauche,
on s'est demandé quelle était l'origine de cette anomalie. On a essayé de comprendre et on en a déduit le fait qu'il y avait un électorat républicain de gauche qui ne se déplaçait plus pour voter aux élections locales parce qu'il considérait Christian Estrosi comme trop dominant. Et aux législatives, par contre, cet électorat, il est venu aux urnes et il est venu voter pour faire en sorte de faire barrage à l'extrême droite. Alors, cet électorat-là, il faut continuer à leur parler. Il ne s'agit pas qu'ils retournent à leur niche. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de le conserver mobilisé. Et il faut leur montrer que le duel Estrosi-Ciotti peut être arbitré par la gauche, qu'une troisième voie est possible et que nous en avons le potentiel. Alors, je terminerai ce propos par quelque chose qui me tient à cœur. C'est le drapeau national. Notre drapeau, bleu, blanc, rouge, ce n'est pas celui de l'extrême droite. C'est le nôtre. Celui de la liberté, celui de l'égalité, celui de la fraternité, celui de la laïcité. Issa ni Issa, et vive Nice! Ingénieure, diplômée de l'université de Stanford, elle est venue sur la Côte d'Azur pour un entretien d'embauche. Et elle est tombée amoureuse de cette lumière qui a inspiré tant de peintres. Elle n'a plus jamais quitté Nice, où elle s'est mariée et où elle a élevé 3 enfants. De Texas Instruments à Thales Alenia Space, elle s'est imposée professionnellement dans un monde d'hommes. Militante associative, elle est conseillère municipale et conseillère métropolitaine de Nice, où elle préside avec conviction et compétence le groupe écologiste. Elle affronte avec courage et avec détermination le maire sortant et se bat chaque jour pour la défense des intérêts des Niçoises et des Niçois. C'est elle que nous sommes fiers d'avoir à la tête de notre liste d'union de la gauche et des écologistes. J'appelle Madame Juliette Chenel-Leroux. Merci. Merci à toutes et à tous d'être venus ici aujourd'hui. Et merci à Marine, merci Émeric, merci Olivier de votre soutien, puis d'être venus de si loin dans le quart sud-est que souvent on oublie ou qu'on caricature. Et nous, on ne veut plus qu'on caricature Nice, parce que Nice, c'est la ville qu'on aime. Qu'elle soit d'adoption ou de naissance, c'est la ville qu'on a envie de sauver des griffes de cette droite qui y est depuis tant d'années. Exactement, bravo. Merci Christine pour ton introduction. Et puisque tu parlais de mon mandat actuel de conseillère municipale et conseillère métropolitaine, je voulais rappeler ce qu'on est capable de faire quand on est 3 élus écologistes au conseil municipal et métropolitain, que 3 élus face à la droite. On peut avoir des victoires, et on a eu des victoires. Et je voudrais remercier Jean-Christophe, qui est ici, Fabrice, qui est aussi conseiller municipal avec moi. Je voudrais remercier Charlie, Gabriel et Pauline, qui sont mes collaborateurs ou ont été mes collaborateurs, parce qu'on a eu des victoires, et notamment une grosse victoire. On a réussi à faire doubler le budget d'entretien des écoles par un combat qu'on a mené sur une enquête sur les écoles et l'état des écoles, l'état dégradé des écoles. On a obtenu le doublement du budget, et ça, pour nous, c'est un succès. Attendez, il y en a d'autres, des succès.
On a réussi aussi à faire changer le nom d'un lycée. Un lycée qui portait le nom d'un anti-parlementariste et d'un facho, d'un soutien de Pétain, Thierry Molnier. On a réussi à le changer pour Missak et Mélidé Manouchian. C'était un vrai succès. Et puis être conseiller municipal d'opposition, c'est aussi faire de la vigilance. Et la vigilance, on l'a menée en faisant des signalements au procureur. Et ça, c'est un devoir des élus, de faire des signalements quand il y a des choses qui ne vont pas. On a fait 23 signalements au procureur et elles ont mené à 13 enquêtes. Bravo. On a été les premiers à dénoncer l'abus du circuit du Castellet. Le circuit du Castellet, c'est dans le Var, c'est à 100 km d'ici, et on a payé 2 millions d'euros chaque année. Ça nous a coûté 15 millions d'euros, il reste encore 18 millions d'euros à payer. La faute à Christian Estrosi, et on a été les premiers à le dénoncer. Et on a bataillé sur d'autres sujets que l'on n'a pas gagné, mais que l'on va mener lorsque nous serons à la mairie de Nice. On a bataillé sur le logement social, parce que ça nous coûte 11 millions d'euros, le non-respect de la loi SRU. On a bataillé contre la bétonisation de la plaine du Var. Quand vous arrivez à Nice, vous le voyez, cette forêt de grues. Et sur tant d'autres sujets. Ça, c'est le travail d'opposition. Alors, vous imaginez quand on sera dans la majorité municipale. Ça va être encore mieux. Merci à Julien et Patrick qui ont parlé de tout le travail qu'on a fait pour l'union de la gauche et des écologistes et pour la démarche aujourd'hui, la situation politique aujourd'hui d'une droite qui s'entre-déchire. Donc vous le voyez, nous avons la possibilité cette année de donner un espoir d'un changement aux Niçois et aux Niçoises, un changement pour plus de justice sociale et plus d'écologie. Mais ce succès, ça n'est pas que des personnes, ça n'est pas que des logos, ça n'est pas que des soutiens, parce qu'on a des soutiens magnifiques. Hein. On a le soutien de Pinar Selek, on a le soutien d'Ernest Pignon-Ernest. Et je les en remercie. Notre projet, c'est un projet qui a été écrit par les Niçois, pour les Niçois et avec les Niçois et les Niçoises. Parce que ce projet, c'est simple. C'est de rendre la ville à ses habitants, c'est de faire de Nice une ville abordable, respirable et sûre. Alors pourquoi abordable? J'ai piqué le mot à Mamdani de New York, quand même, ça c'est top. Pourquoi abordable? Parce que la réalité à Nice, c'est qu'on est une ville dont le coût de la vie est très élevé. Les loyers sont les plus chers de France après Paris, les revenus sont inférieurs à la moyenne nationale et le taux de pauvreté est très élevé aussi. À Nice, les inégalités sont plus marquées qu'ailleurs. Cette situation n'est pas une fatalité, c'est le choix, c'est le résultat de choix politiques. Alors notre choix pour le pouvoir d'achat, c'est en 4 points, hein, la gratuité progressive des transports. La gratuité des transports à la fin du mandat. On va commencer dès que possible par les moins de 26 ans. Les jeunes qui n'ont pas encore de voiture, qui n'auront pas besoin d'acheter de voiture, qui n'auront pas besoin de chercher des places où stationner, qui pourront se déplacer. Et cette gratuité, c'est le fer de lance de notre projet. Et pour le logement, parce que le pouvoir d'achat, c'est le transport, mais c'est aussi le logement. Pour le logement, ce sera l'encadrement des loyers. Ils l'ont fait à Paris depuis 2019. On va pouvoir le faire parce que depuis 10 ans, les loyers explosent et il faut mettre un frein à ça. Donc, l'encadrement des loyers, l'arrêt de la spéculation Airbnb, parce que la loi nous l'autorise maintenant. La loi Le Meur nous permet de mettre toutes les mesures en place pour arrêter le Airbnb. 14 000 logements Airbnb à Nice. 14 000 logements Airbnb à Nice. Alors qu'il y a plus de 20 000 personnes qui attendent un logement. Et puis, on va avoir aussi un projet pour le logement. On va essayer d'éviter d'artificialiser, évidemment. Et on va avoir un projet de reconversion de logements vacants, de logements de bureaux, d'hôtels. Et on va soutenir les petits propriétaires qui n'osent pas mettre en location
pour les soutenir pour aller vers la location parce qu'il y a besoin de logements à Nice. Le projet d'une ville pour le pouvoir d'achat, c'est aussi, bien évidemment, à la différence de ce qui s'est fait pendant le dernier mandat, d'orienter les investissements municipaux, de les orienter vers l'intérêt général. L'intérêt général, c'est les écoles, c'est les crèches, c'est les EHPAD, c'est les équipements culturels et les équipements sportifs pour tous. Parce qu'on a eu trop d'investissements dans du bling-bling, dans des équipements temporaires, éphémères, et ça suffit. On a besoin de servir les Niçois et d'aider les Niçois à regagner du pouvoir d'achat. Et puis, le pouvoir d'achat, c'est aussi la démocratisation de la culture, du sport et des loisirs en développant une offre municipale accessible à tous, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Chaque Niçois doit pouvoir vivre dignement, se déplacer, se loger, sans subir les effets du surtourisme et de la spéculation immobilière. J'ai parlé d'une ville respirable. Et pourquoi je dis respirable ? Parce que derrière l'image de la belle ville méditerranéenne, Nice est confrontée aujourd'hui à une pollution de l'air parmi les plus élevées de France, parce qu'il y a un aéroport, parce qu'il y a une autoroute qui la traverse, parce qu'il y a encore trop de véhicules polluants dans la ville, des camions de livraison. On a cette pollution de l'air qui fait plus de 500 morts liées à la pollution par an à Nice. Nice commence à être vraiment soumise à des épisodes de chaleur de plus en plus intenses. Et puis, à une pression croissante sur les ressources notamment de l'eau. Jusqu'à présent, on pensait que la montagne nous donnerait toujours de l'eau, quoi qu'il en soit. Or, on a eu des années de sécheresse. Et c'est les Niçois qui ont dû arrêter d'arroser leur potager et les hôtels ont pu continuer de faire prendre 10 douches par jour à leurs clients. Ça, c'est pas acceptable. Il faut avoir un frein sur ces ressources. Et bien évidemment, nous agirons aussi contre la bétonisation de notre territoire. Alors notre choix, ce sera, pour la qualité de l'air, premièrement, et c'est toujours dans les transports, d'accélérer le chantier de la ligne 5 du tramway. Cette ligne 5 qui est attendue depuis 25 ans. Elle avait été cofinancée par l'État. Jean-Claude Guessot. Il y en a qui ne se connaissent même pas, ça remonte tellement loin. Et elle s'est arrêtée à Pasteur, elle n'est pas allée au-delà. Maintenant, on veut qu'elle aille jusqu'à l'Ariane et dans la vallée du Paillon parce qu'il y a une pollution énorme dans la vallée du Paillon liée au trafic routier. Et puis, il y a des embouteillages, des gamins qui ne peuvent pas arriver au lycée à l'heure. On devra aussi, pour les transports, aménager vraiment un réseau cyclable sûr et continu. Parce qu'aujourd'hui, l'usage du vélo est augmente de plus en plus. Il y a eu une enquête de la Fédération des usagers du vélo, la FUB, qui a montré qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour le vélo maintenant à Nice. Mais il y a encore beaucoup de dangers, beaucoup de points noirs. Les carrefours sont dangereux, les ronds-points sont dangereux. Il y a des zones qui ne sont toujours pas accessibles en vélo. Il faudra le faire parce que si on peut mettre les enfants sur des vélos, eh ben, ça veut dire qu'on aura réussi notre plan cyclable. Il faudra... Je parle de ville respirable, mais c'est aussi du pouvoir d'achat qu'on donne aux Niçois dans ces travaux-là. On va lancer un plan massif de rénovation thermique, rénovation des écoles. Il y a 148 écoles et comme je le disais tout à l'heure, on avait fait une enquête auprès des écoles et il y a encore beaucoup de travaux à faire. Rénovation thermique des écoles, rénovation thermique des crèches, des EHPAD, en construire plus d'ailleurs, et des logements publics. Et pour les écoles, il faudra, pour apaiser la ville et améliorer la qualité de l'air, faire toutes les écoles dans des zones 30, parce qu'aujourd'hui, c'est trop dangereux autour des écoles. Et puis, il y a aussi une sécurisation demandée pour le trajet domicile-école. Et on accélérera la végétalisation des cours d'école. Comme dit une collègue élue à Paris, elle a fait des oasis écoles, c'est-à-dire des cours oasis pour permettre aux enfants de partager la cour, d'y bien respirer, d'avoir de la fraîcheur et aussi d'avoir un bon partage équitable entre les garçons et les filles dans les cours d'école. Ça, c'est un beau projet que nous porterons. Pour les écoles aussi, c'est garantir une alimentation saine et durable dans la cantine. On mettra 0% de produits ultra transformés dans la cantine des enfants.
On mettra davantage de bio, on mettra davantage de produits locaux, et pour ça, il faudra accélérer le plan alimentaire territorial pour installer des agriculteurs, et on mettra une option végétarienne quotidienne pour la santé. Le pouvoir d'achat et le fait d'avoir une ville respirable, ça rentre aussi par l'eau. La qualité de l'eau à Nice, elle est tellement bonne qu'il y en a qui la mettent en bouteille pour la vendre dans les hôtels. Racontez. Me dites pas, c'est complètement dingue, mais j'ai vu ça aux informations. La qualité de l'eau, elle est bonne, mais il faut pouvoir instaurer une tarification progressive de l'eau. Les premiers mètres cubes doivent être gratuits parce qu'ils sont. C'est pour la. Et les gros mètres cubes, évidemment, pour les piscines, ce sera plus cher. Il faut, pour la qualité de l'air, parce que vous savez, j'ai toujours été en guerre contre l'aéroport de Nice, cette extension de l'aéroport qu'on nous impose, il faudra instaurer et avoir une bataille serrée avec le préfet, parce que c'est le préfet qui peut nous l'accorder, instaurer un couvre-feu nocturne de l'aéroport. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de couvre-feu. Et l'extension de l'aéroport, ça va nous apporter 80 avions supplémentaires chaque jour. Et vous habitez boulevard René Cassin, vous habitez dans le quartier des Moulins, vous le sentez, les avions, et vous les sentez, et vous les entendez la nuit. Parce que cette pollution, elle touche principalement les quartiers les moins favorisés. Ce sont eux qui sont en plus grande difficulté de pollution de l'air, de manque de végétation. Et bien sûr, on va végétaliser la ville. Il faut végétaliser largement l'espace public parce qu'on a besoin de respirer dans notre ville. Il va falloir protéger les terres agricoles, on l'a dit, parce que pour la biodiversité, c'est important. On mettra fin à la bétonisation de la plaine du Var et on reverra le PLU métropolitain. Alors, je vois des camarades qui sont des villes de la métropole, parce que quand on est la ville de Nice, on est la grande ville, mais il y a tous les copains qui sont dans les villes de la métropole. On va travailler évidemment sur les projets métropolitains et notamment l'aire marine protégée de la Méditerranée, parce que la Méditerranée, c'est le poumon. C'est le poumon et c'est la biodiversité. Et aujourd'hui, le projet du maire, il se contente de faire l'aire marine protégée dans la baie de Nice. Mais il y a l'écrin de la baie de Villefranche dans laquelle il y a une biodiversité extrêmement riche. Nous étendrons l'aire marine protégée jusqu'à Villefranche, bien sûr. Je n'oublie pas nos amis, les animaux, parce que l'animal dans la ville, ça, c'est important. Beaucoup de gens ont un animal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de dispensaire municipal. Il y en avait un autrefois et nous remettrons en place un dispensaire municipal parce que tout le monde doit pouvoir avoir accès aux services vétérinaires. Et on mettra en place aussi un cimetière communal pour les animaux parce qu'aujourd'hui, il faut aller à Lagaude pour avoir un cimetière pour son animal de compagnie. Il y en a encore d'autres, mais vous regarderez sur notre site internet. Les compétences municipales, c'est aussi bien sûr la sécurité publique, les écoles, le sport, la culture, la vie associative. Je voudrais faire un point quand même sérieux sur la sécurité. Parce que Nice est une ville meurtrie. Nice est une ville qui a subi les attentats du 14 juillet 2016 avec 86 morts. Nice a été touchée par l'attentat de Notre-Dame le 29 octobre 2020. Où ont été tués Nadine, Vincent et Simone. Nice est touchée par les crimes liés au narcotrafic. Je n'oublie pas les 7 victimes de l'incendie criminel de juillet 2024. Et puis les 2 victimes de la fusillade place des Amaryllis en octobre dernier. Nice a vécu tout récemment un drame absolu, le drame de Elisabeth, qui se battait contre son beau-père qui agressait sa belle-mère. Et elle a été assassinée à côté de son bébé dans sa voiture, tuée par son beau-père, le 21 janvier dernier. Notre ville a besoin de sécurité, pas de communication sur la sécurité. Notre ville souffre du manque de policiers nationaux dont on aurait besoin. Et je rappelle que Christian Estrosi et Éric Ciotti sont les grands copains de Nicolas Sarkozy. Ils veulent même lui dédier un parvis. C'est Nicolas Sarkozy qui a diminué de 10 000 les postes de policiers municipaux en France.
Alors la sécurité, c'est aussi la police municipale. La police municipale, nous, on la mettra pas dans le commissariat central à Saint-Roch. Nous, on la mettra dans tous les quartiers. Parce qu'on doit avoir du bleu dans la ville. Une police de proximité, c'est du lien. C'est du lien et ça permet de déceler les problèmes, d'anticiper les soucis. Et bien sûr, nous mettrons aussi de la prévention. Et parce que les agents de la prévention, les acteurs de la prévention, ils sont là avant que les problèmes arrivent, avant qu'un gamin déscolarisé ne tourne mal et ne soit capté par ceux qui font du narcotrafic. Et puis, n'oublions pas, on en a parlé souvent, mais n'oublions pas les violences faites aux femmes. Et nous avons comme projet d'ouvrir une maison des femmes multidisciplinaire. Multidisciplinaire pour répondre... Pour répondre aux enjeux des violences faites aux femmes et des violences intrafamiliales. Et nous conditionnerons les subventions aux associations à la formation contre les violences sexistes et sexuelles de tous les encadrants. Alors, je vous ai dit que les compétences, c'était aussi le sport, la culture. Eh bien, on a dans notre liste un acteur du sport, une personnalité extraordinaire, Arnaud Berthier, et je le remercie. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais en tout cas, on compte sur lui pour porter notre projet. Mais aujourd'hui, pour le maire de Nice, le sport, c'est l'événementiel. Ce qu'il aime, c'est les grands trucs, l'Ironman, le Tour de France, bientôt les Jeux Olympiques 2030. Et cet événementiel absorbe une bonne partie des budgets. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la pratique du sport, ce soit pas juste devant la télé ou derrière des barricades. C'est la pratique au quotidien, la pratique pour tous et la pratique accessible. Parce qu'à Nice, il y a 3 fois moins d'équipements sportifs amateurs qu'à Toulouse. À commencer d'ailleurs par rénover les équipements existants qui sont dans un état dégradé. Je vous recommande d'aller dans certains vestiaires de certains stades. C'est pas jojo, hein. Et donc on va travailler sur le sujet de la pratique des activités sportives dans de bonnes conditions, rénover les équipements, développer de nouveaux pour un meilleur maillage. Et on peut faire des micro-sites de sport, de foot à 5 ou de basket dans beaucoup d'endroits comme ça existe à Thérèse Roméo, devant l'école Thérèse Roméo. Mais quand on est capable de citer, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Et il faut vraiment qu'on le déploie partout dans la ville. Et on va soutenir, bien sûr, les clubs, les associations, avec un soutien aux formations, parce que les clubs fonctionnent avec des bénévoles, et la formation, ça coûte cher aux bénévoles. Donc on aidera les associations pour la formation. Pour la culture, Christine en a déjà parlé souvent, évidemment, nous défendons aussi l'accès et la pratique de la culture pour toutes et tous. Parce qu'il faut des lieux de pratique de la culture. Et il n'y en a pas tant que ça, les animanistes sont pris d'assaut. On n'a plus de lieux pour faire de la musique actuelle ou pour s'entraîner. Et puis, des théâtres, il y en a plus qu'il y a 40 ans, mais il y en a pas encore partout. Et le théâtre, c'est un art de la vie. Vous voyez, là, je suis ici, mais ça demande de l'audace de se présenter devant les gens. Donc le théâtre est un bon atout aussi. Et on a un théâtre de Nice, un théâtre qui est une scène nationale. Et vous savez pas, la scène nationale à Nice, elle est dans un bâtiment en préfabriqué. Ouais. Il nous a quand même coûté 6 millions d'euros, mais comme le maire avait détruit le théâtre de Nice, c'est un beau préfabriqué, mais qui est pas terrible pour l'acoustique et pour les spectacles qu'on peut y donner. Donc nous avons trouvé le terrain, l'espace de la caserne au Var. Il y a plus de 2 hectares. On construira le nouveau théâtre de Nice. Ici, un théâtre qui a la bonne dimension, 1200 places, pour faire de la scène nationale du vrai spectacle. Alors, j'ai été trop longue. Je crois que, Encore j'ai pas parlé, par exemple, je vous ai pas parlé des personnes en situation de handicap, parce que vous savez qu'à Nice, les personnes à mobilité réduite ont du mal à aller dans certains quartiers, notamment sur la promenade des Anglais. Il n'y a pas un seul toilette publique sur la promenade des Anglais. À Nice, on n'a que 22 toilettes publiques. Vous
comparé aux autres villes. Tout le monde se moque de nous quand on parle de toilettes publiques, mais c'est essentiel pour les personnes malades, pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes âgées. Et pour les enfants. Je n'ai pas parlé non plus des jeunes parents qui ne trouvent pas de place en crèche, parce qu'il n'y a pas suffisamment de crèches publiques. Je n'ai pas parlé non plus de nos anciens qui cherchent des places dans les EHPAD, parce qu'il n'y a pas d'EHPAD publics. Les EHPAD publics, ils sont à Sospel, à Les Vins, dans l'arrière-pays, parce qu'à Nice, c'est pas bien pour la ville, visiblement. Et il y a des retraités qui ont du mal à trouver des maisons de retraite. Oui, j'ai pas parlé de la santé, parce que nous avons prévu de mettre des maisons de santé dans tous les quartiers. Le programme, il est tellement grand, tellement riche, parce que ça fait quand même plus d'1 an qu'on y travaille, avec tous les acteurs concernés. On les a éprouvés avec les acteurs concernés, que le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, unipournice.fr, et puis de nous rencontrer quand on vient au-devant de tous les Niçois et les Niçoises. Et voilà, je veux juste dire que je suis très fière de porter ce projet avec mes 70 colistiers-colistières. Il y a 69, mais on en met toujours 1 ou 2 de plus. Mes 70 colistiers-colistières qui viennent de tous les quartiers de Nice, de tous les métiers de Nice à Nice. Et puis, avec eux, nous ferons de Nice une ville abordable, une ville respirable et une ville sûre. Je vous remercie. Merci Juliette. Et nous vous disions que nous étions la liste de rassemblement de la gauche et des écologistes. Nous avons également, en plus de nos intervenants nationaux qui nous font le plaisir d'être là, des secrétaires de partis nationaux qui ont tenu à envoyer des petites vidéos de soutien à notre liste que nous allons vous passer maintenant avec, donc dans l'ordre, Clémentine Autain, cofondatrice de l'Apré. Et je voudrais en profiter pour saluer Philippe Agron, qui est le représentant local de l'Apré et qui est colistier également. Ensuite, nous écouterons Fabien Roussel, dois-je le présenter? Oui, quand même. Premier secrétaire national du Parti communiste français. Et enfin, Benjamin Lucas, qui est secrétaire national de Génération S, Génération.S. Voilà. Pour les Niçoises et les Niçois qui habitent une ville que je connais bien et qui est magnifique, mais qui mériterait une bonne gauche, parce que quand on a un personnage comme Estrosi à sa tête, grand temps, Lisez les sous-titres. Une équipe municipale capable de faire vivre la justice sociale, de développer les services et d'impulser l'innovation écologiste pour relever les défis de notre temps. Et bien tout ça, c'est ce que porte la liste emmenée par Juliette Chenel-Leroux, et je veux lui apporter tout mon soutien parce que c'est un rassemblement de gauche, parce qu'il y a de la détermination et de l'énergie dans cette liste, et parce que je crois vraiment que le vent de l'émancipation, de la justice, de l'égalité, de l'écologie doit souffler à Nice. Donc je compte sur vous pour voter et faire voter pour la liste emmenée par Juliette Chenel-Leroux. Chères Niçoises, chers Niçois, bonjour à vous. Vous qui habitez la ville, vous qui connaissez ses richesses, ses atouts, sa diversité, mais qui connaissez aussi l'envers de la carte postale. Car à Nice, comme partout en France, la politique d'Emmanuel Macron a fait de gros dégâts. Des dégâts sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur le budget de nos communes, sur la justice sociale et climatique,
sur la cohésion sociale. Ici, loin du tourisme de luxe, je sais que des Niçoises et des Niçois luttent au quotidien pour un logement abordable, pour des transports publics accessibles, pour vivre en sécurité dans leur quartier, pour accéder à la culture et à des services publics essentiels. Ils ont raison. Des solutions existent pour répondre à toutes ces difficultés. Car la commune, malgré toutes les attaques dont elle fait l'objet, reste une institution capable de protéger, de défendre, d'émanciper chacune et chacun. C'est le projet porté par Juliette Chenel-Leroux et mon camarade Julien Picot. Ici, dans une ville où les communistes, les socialistes, les écologistes et les forces de rassemblement se mobilisent depuis des mois, avec toute la liste unie pour Nice. L'union, quand elle s'ancre dans la vie réelle des gens, c'est la condition de la victoire. C'est le projet de société que vous défendez, que nous pouvons défendre avec vous, soyez-en fiers, et j'espère qu'ensemble, nous ferons de Nice un symbole d'espoir et de reconquête sociale pour toute la France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 15 et 22 mars prochain, vous pouvez à Nice faire le choix entre le musée des horreurs, le match Estrosi-Ciotti, l'ancien sarkozyste devenu macroniste Christian Estrosi, ou celui qui a vendu son âme pour s'allier avec l'extrême droite la plus raciste, la plus nationaliste, Éric Ciotti, ou alors vous pouvez choisir de mieux vivre à Nice, vous pouvez choisir la fraternité, la solidarité, le progrès, l'écologie, avec Juliette Chenel-Leroux qui mène une belle liste, une liste à l'image de Nice, l'image qu'on a envie de voir de cette grande et belle ville que nous sommes nombreuses et nombreux à tant aimer, d'une ville qui décide de faire le choix de la justice, de la dignité, de l'égalité, de l'accès de la culture à toutes et à tous, d'une ville qui prend soin de chacune et de chacun, d'une ville qui ne stigmatise pas, qui ne blesse pas, qui ne deviendra pas demain la vitrine, comme elle a pu l'être malheureusement par le passé, d'une extrême droite florissante ou d'une droite vraiment poussiéreuse. Donc vous devez, c'est le conseil que je vous donne, en toute amitié, lui apporter vos suffrages les 15 et 22 mars. En tout cas, je souhaite à Juliette et à son équipe bon courage, bonne chance, à la fois pour cette campagne et puis ensuite pour s'occuper de cette très belle ville de Nice. Bravo. Merci beaucoup. Donc, on a entendu nos candidats et notre tête de liste de très très grande qualité. On a entendu les soutiens aussi qui nous sont apportés par de nombreux partis de gauche. Et on va maintenant entendre celles et ceux qui sont venus nous soutenir et on les en remercie vraiment. On est très honorés de vous accueillir à Nice aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Aymeric Seasso, qui vient d'une famille niçoise de Saint-Isidore, qui a étudié à Nice-Carlone et à Rennes 2, qui est actuellement adjoint à la maire de Nantes, Johanna Rolland, depuis 2014, particulièrement en charge de la culture depuis 2020. Aymeric est aussi depuis 13 ans secrétaire départemental du Parti communiste français en Loire-Atlantique et membre de l'exécutif national du Parti communiste français depuis l'élection de Fabien Roussel. Un grand merci de ta présence. Merci de votre accueil. Ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux, chers amis, chers camarades. Je ne sais pas comment vous dire comment je suis heureux et fier d'être des vôtres aujourd'hui. Je veux d'abord vous apporter de vive voix cette fois, après le message que vous venez d'entendre, le fraternel salut de Fabien Roussel. Il n'aura donc échappé à personne que parmi vos invités, je suis le seul à ne pas être secrétaire national d'un grand parti de gauche. Mais je crois avoir un privilège que les autres n'ont pas. Siudaki, élevé au gnocchi et à la pissaladière. Ça a été dit, mes grands-parents vivaient à Saint-Isidore de leur travail manuel, mon père vivait à 2 pas du Stade du Ré ou ce qu'il en reste. Ils reposent ensemble à Coccade et je pense à eux aujourd'hui. J'ai quant à moi étudié à Carlone, désolé pour ceux qui étaient à Valrose. C'est donc ici que je me suis engagé, à la JC, à l'UEC, à l'UNEF, à la CGT quand j'ai touché ma première paye, au Parti communiste bien sûr, où mon premier secrétaire fédéral était Jacques Tibéry, que je suis heureux de retrouver aujourd'hui. Lui qui a toujours fait confiance à la jeunesse et qui n'oubliait jamais de nous emmener marcher au bar des jeunes communistes à la fête du château. Il y a un souvenir de jeunesse que j'ai plaisir à partager avec vous. Juliette Chenel-Leroux en a parlé avant moi. J'y étais, moi, au lycée de l'Ouest.
entre les moulins et la vallée du Var de mes racines. Et oui, on disait lycée de l'Ouest parce qu'on avait honte, parce qu'il portait le nom de cet écrivain collaborateur. Et c'est grâce à la lutte, grâce à votre mobilisation, je pense aussi à celle de mes camarades qu'il porte aujourd'hui le doux nom de Manoukian. Merci à vous, au nom de toute une génération. Vous avez lavé l'affront. Nous pouvons dire aujourd'hui, j'étais un Manoukian. Comme vous tous ici, j'ai vu cette terre changer, brutalisée par la violence de classe, le littoral si unique bétonné, avant, pendant, après la loi littorale, le béton qui engloutit le travail patient de celles et ceux qui, pour beaucoup Italiens, avaient fui le fascisme et la misère, vivaient avec patience de la terre ou de la mer si précieuse. S'il s'agissait encore de construire pour loger la famille de celles et ceux qui n'aspirent qu'à vivre dignement de leur travail, bien sûr que non. Il s'agit là de privatiser la terre et le front de mer pour le petit privilège de quelques-uns qui ont le luxe et le loisir de venir profiter du soleil quand ça leur chante. Amis et camarades, Nice et avec elle le pays tout entier étouffe de l'affairisme, du clientélisme, de la captation des richesses produites par une poignée de privilégiés. À quand une nouvelle nuit du 4 août quand il reste tant de Bastilles à prendre? C'est l'honneur de la gauche de s'y atteler. C'est là une affaire bien républicaine et Saint-Just déjà prévenait. Ne souffrez pas qu'il reste un pauvre ou un malheureux dans l'État. Ce n'est qu'à ce prix que vous aurez fait une révolution et une république véritable. Mon grand-père, quant à lui, me disait en niçois, « Tu sais, si la gauche ne s'occupe pas du bien-être des travailleurs, personne ne le fera. » Eh bien, ici rassemblés, nous sommes cette gauche du travail, cette gauche de la République véritable, cette gauche qui a renoncé à renoncer, cette gauche qui ne plie pas et qui ne pliera jamais, même à contre-courant, même quand soufflent si fort les mauvais vents de l'histoire. Quel est donc ce pays rongé par le capital affairiste? Ce pays qui affiche sa promesse d'égalité sur le fronton des écoles est aujourd'hui devenu champion d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Ce pays qui mobilise chaque année 211 milliards d'euros du budget de l'État pour les entreprises à fonds perdus, sans aucune contrepartie, sans aucun contrôle. 211 milliards, puisque nous parlons des élections municipales, c'est l'exact double des 105 milliards de concours de l'État aux collectivités locales à qui le pouvoir Macron n'a eu de cesse de faire les poches pour préserver la cassette des puissances d'argent. Et ne vous y trompez pas, l'argent n'a pas de patrie. Avez-vous vu Bardella offrir son épaule accueillante aux pleurnicheries de Bernard Arnault? De qui se moquent-ils, ces ennemis des travailleurs? Nous avons le patronat le moins patriote d'Europe. 62% des emplois des grands groupes français sont à l'étranger, contre 32% en Allemagne et 28% en Italie. Ils ont des filiales partout, plus d'1 millier en Chine, le double aux États-Unis, ce qui explique sûrement leur empressement à courber les chines face aux vociférations de Trump quand il menace la paix, les équilibres mondiaux, l'avenir du vivant et de la planète. Ils menacent, ils divisent, ils opposent les travailleurs entre eux, ils démantèlent les services publics, ils organisent le grand déménagement de nos industries. Ils n'hésitent plus désormais à recourir à la coercition en poursuivant 1 millier de syndicalistes CGT. Entendez ce chiffre. Et quel que soit le chemin que nous envisageons de prendre pour la présidentielle, ne ratons pas une marche, au risque de tous dégringoler en bas de l'escalier. Oui, ces municipales compteront double. Imaginez un instant l'extrême droite ou la droite faire main basse sur des centaines de communes, sur la 5e ville de France ici. Pensons-nous un seul instant dans un tel cas, quels que soient les débats qui sont les nôtres à gauche, que nous pourrions envisager favorablement les élections nationales. Imaginez à l'inverse, une gauche qui résiste, une gauche qui gagne, une gauche qui crée la surprise et met en échec les rêves de gloire des Retailleau, Bardella, Wauquiez, Ciotti et du sinistre clan Le Pen. Voilà pourquoi il nous faut progresser, gagner, ici et maintenant. Et c'est à ce titre que votre rassemblement prend tout son sens. La gauche française peut être fière de ce que vous avez réalisé ici. Quant à ceux qui divisent et brutalisent le débat à gauche, pensons au coup d'après et à la gloire du chef. Nous leur disons qu'ils font fausse route et qu'ils auront des comptes à régler, des comptes à rendre aux familles populaires, qui seront les premières victimes si la gauche est défaite dans de nombreuses communes.
Et moi, je peux vous dire ici qu'on respirait un peu mieux dans le département dans ma jeunesse, quand il y avait un peu plus de points rouges sur la carte, dans la vallée du Paillon ou dans la vallée du Var. Et je souhaite plein succès à tous mes camarades engagés dans les Alpes-Maritimes dans ces élections municipales. Il y a tant de choses à faire dans nos villes et nos villages pour protéger, pour vivre mieux, pour permettre à toutes et tous de se loger, de se déplacer, de s'émanciper par l'éducation et la culture. À Nantes, où je vis désormais, où je suis élu, le premier budget municipal est celui de l'école, le second est celui de la culture. Récemment, l'édito du journal Télérama commençait ainsi: non, le service public de la culture n'est pas mort, n'hésitant pas à titrer Marseille et Nantes, le pari gagnant. Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des adjoints communistes à la culture, délégués par des maires socialistes, cher Olivier Faure. Peut-être, pourquoi pas, ici, demain, avec une maire écologiste, chère Juliette Chenel-Leroux. Parce qu'il y a, ça a été dit avant moi, mais je m'y attarde de 2 ou 3 mots, urgence ici aussi. Ici, où l'on détruit un grand théâtre, après qu'un autre a été instrumentalisé pour chasser les syndicalistes de la place Saint-François. Parce que la culture est un bien commun, elle est partout dans nos vies. C'est le plat qu'on met sur la table, fidèle ici à la vieille tradition méditerranéenne qui veut que l'étranger nous honore de sa présence. C'est la langue des parents ou des grands-parents qui véhiculent des imaginaires, qui enrichissent et qui doit pouvoir cohabiter avec la langue de la République. C'est l'émancipation, Juliette en a parlé, en faisant l'apprentissage d'un instrument, d'une pratique artistique quelle qu'elle soit. C'est le regard sensible des artistes si précieux, parce qu'ils documentent, qu'ils émerveillent, qu'ils dérangent. Ce sont les grandes émotions collectives d'un festival, d'un opéra, d'un carnaval à la ville ou au village. En un mot comme un sang, la culture, c'est ce qui nous permet de faire société commune par l'émancipation de tout et de chacun. Et autant vous dire, les amis, l'alerte doit être entendue. L'Observatoire des politiques culturelles parlait cet été d'un fléchissement généralisé et d'un risque de rupture historique. Contesté jusque-là par la seule extrême droite, le pacte culturel à l'œuvre depuis la Libération est aujourd'hui attaqué par des pans entiers de la droite dite républicaine. Il est loin le consensus du Conseil national de la résistance qui réunissait De Gaulle aux communistes et qui avait cette belle promesse de permettre à tous les enfants de France l'accès à la culture la plus développée. Il reposait sur 2 principes simples. D'une part, le politique ne doit pas intervenir dans le geste créatif, mais garantir la liberté de création, récemment augmentée des libertés de programmation et de diffusion. D'autre part, la vie culturelle doit assumer sa part non marchande, s'appuyer sur un service public fort, au service de l'exception culturelle française, garantissant par des financements publics la capacité des artistes à travailler et créer librement. Un peuple Merci pour vos encouragements, ça m'a permis un coup de flotte avant de citer Jacques Ralite, qui disait donc « Un peuple qui abandonne son imaginaire à l'affairisme se condamne à des libertés précaires ». Nous en sommes à ce moment exact. Si les collectivités locales, responsables de la grande majorité du financement de la vie culturelle, abandonnent leurs responsabilités, c'en est fini de la France des théâtres et des festivals, et non, nous ne le permettrons pas, parce que les prédicateurs obscurantistes qui s'emploient à droite à assécher les financements publics savent parfaitement ce qu'ils font. Ils préparent le terrain aux Stérins, aux Bolloré, à cette poignée de milliardaires fascistes qui entendent coloniser nos imaginaires. Non, vraiment, nous ne le permettrons pas. Et puisqu'un certain David Lisnard est venu jusqu'à Nantes faire un peu de tourisme pour soutenir notre trublion de droite locale, se permettant de nous faire la leçon sur la culture, je profite d'être ici pour lui adresser un message simple, j'espère qu'il entendra. Sa culture a servi au fantasme de la France éternelle et du roman national, nous n'en voulons pas. Nous nous opposerons au retour de la morale et de la censure. Nous ne la laisserons jamais trier les bons et les mauvais artistes. Nous mettrons les artistes sous notre protection pour qu'ils puissent créer librement, sans aucune assignation politique. Que Lisnard se rappelle plutôt le rôle du peuple travailleur pour relancer le Festival de Cannes à la Libération, et en particulier le rôle de la CGT dans la construction du palais des festivals.
Oui, nous défendrons nos scènes locales, nos libertés artistiques, nos droits culturels. Ils ne sont pas à vendre, que l'ISNAR à Estrosi, cette droite affairiste, patriarcale, appuyée par les puissances d'argent, se sent forte et virile. Méfie, comme on dit chez nous. D'abord, nous sommes fiers que notre rassemblement ait ici à sa tête une femme. Et la gauche est bien là. Elle l'a toujours été. Il y a ici, avec l'aigle du drapeau et de l'ogive, un autre animal symbolisant Nice et sa culture. Il ne déplaira pas, j'en suis sûr, à Marine Tondelier. C'est la petite chauve-souris qui vit dans nos vallons et nos vallées, la ratapignate. Comme la gauche niçoise, la ratapignata est insaisissable. Elle ne se laisse jamais prendre. Comme nous, la ratapignata souffre du bétonnage à outrance et de la pollution. Mais elle est toujours là, à l'heure au rendez-vous. Elle n'est jamais aussi vive que par les temps crépusculaires et patiemment, elle pollinise, elle fertilise, elle est indispensable à l'écosystème. La ratapignata n'a sûrement pas les standards de beauté que la société patriarcale assigne au corps féminin, jusqu'à les brutaliser, mais nous l'aimons comme elle est, libre. La ratapignata est discrète et modeste, à milieu des délires mégalos d'un Estrosi. Elle terrorise ceux qui ont peur du noir, autant dire qu'elle doit empêcher Ciotti de dormir. Eh bien, la ratapignata est des nôtres. Siam tutti dai ratapignat. Et puis, amis et camarades, Nice est populaire comme toutes les villes et nous sommes cette Nice populaire. La Nice des travailleuses de l'aube qui nettoient les bureaux avant l'ouverture. La Nice des cheminots qui ont fièrement défendu les consignes sociaux en 95 et après. La Nice des territoriaux si précieux pour mettre en œuvre nos politiques publiques municipales. La Nice des soignantes, des pompiers, des traminots, des enseignantes comme ma mère. La Nice de ces femmes qui ont symbolisé ici le Front populaire en occupant les galeries Lafayette. Et Nice n'est jamais si belle que quand elle est noire de colère et que le rouge des drapeaux syndicaux se fond avec l'ocre des bâtiments de la place Masséna. Nous sommes la Nice. Nous sommes la Nice qui ne se résigne pas à voir les milliards d'investissements s'accumuler sur le front de mer et le centre-ville quand les quartiers ont tant de besoins. Nous sommes Magnan, l'Ariane, l'Asplanas, les Moulins, la Madeleine, Riquier, Sessol ou Saint-Sylvestre. Nous sommes Saint-Roch, cher Jacques Victor. Et tous les combats que tu as menés sont là pour nous le rappeler. Quand la gauche est rassemblée, oui, elle peut défaire le FN. La Nice qui est prête à jouer son rôle de grande ville méditerranéenne, fraternelle et populaire, à condition qu'on la libère de l'emprise des puissances d'argent. La Nice qui respecte sa mer natale, la Méditerranée, cette grande agora des peuples où se mêlent les langues, les saveurs, les cultures. La Nice qui se souvient que la France est une nation politique à milieu des assignations identitaires qui n'ont rien à faire dans la maison commune que nous nommons République. La République ne trie pas les siens. La Nice qui se souvient que la France a été bâtie aussi par des étrangers, par ces Polonais qui criaient « Vive la nation » à la bataille de Valmy. La Nice du grand Garibaldi, notre Che Guevara niçois, le héros des deux mondes, l'homme de l'unité nationale comme du grand rêve cosmopolite. Après avoir convenu avec Gambetta qu'il serait bien dommage qu'on se batte sans lui au nom de la République, Garibaldi a rassemblé dans l'armée des Vosges quelque chose qui ressemble aux premières brigades internationales, des Italiens, des Espagnols, des Hongrois, des Américains, des Algériens et autres coloniaux, comme on disait à l'époque. Pour beaucoup des Méditerranéens, mal équipés face au froid de l'hiver, et les seuls pourtant de toute l'armée française à remporter une victoire face aux Prussiens au nom de la République renaissante. Et puis, bien sûr, le sacrifice de Manoukian et de ses camarades, 23 étrangers et nos frères pourtant, qui moururent sans haine pour le peuple allemand. Quelle est belle cette République indivisible que les héritiers de Pétain s'acharnent à trier et à opposer. À la xénophobie imbécile, aux haines criminelles, nous sommes encore nombreux à opposer l'honneur et la dignité, l'amour et la fraternité. Amis et camarades, aussi rassemblés que vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes le rempart contre l'opprobre qui pourrait s'abattre sur la 5e ville de France, si par malheur l'extrême droite faisait à nouveau main basse sur Nice.
Personne ne regrette les années Péra, qui ont suivi la dérive antisémite du fils médecin qu'il a fallu aller chercher en Uruguay après sa fuite. Quand la morale fout le camp, le fric cavale derrière, disait Prévert. Oui, vous ici rassemblés, vous êtes le remède à la honte, et que notre message soit aujourd'hui parfaitement entendu. Honte au petit Ciotti, qui est allé s'allier avec le clan Le Pen pour assouvir ses rêves de gloire. Honte à lui, qui allait faire allégeance à ce parti fondé par des collaborateurs comme les criminels de guerre, Victor Barthélemy et Paul Malagouti, qui ont œuvré et assassiné, non loin d'ici. Parce que oui, l'extrême droite, on a déjà essayé en fait, à la tête de la ville comme à la tête du pays. Et ici, plus qu'ailleurs, nous savons ce que coûte cet affrontement. C'est le prix du sang. Nous sommes la Nice de Thorin et Grassi, de Virgile et Max Barrel. Leurs souvenirs nous honorent et nous obligent. Nous ne baisserons jamais la tête, qu'ils l'entendent. Alors, Ciotti peut toujours s'agiter dans son costard trop grand pour choper la bouffaïs. Qu'il sache qu'il ne nous fait pas peur. Ils nous trouveront toujours sur leur route, unis, rassemblés, dignes et debout. C'est ce que vous faites ici avec ce beau rassemblement. Proposer une énergie conquérante, un refuge dans la tempête, une alternative d'espoir. Grâce à vous, les Niçoises et les Niçois ne sont pas forcés de choisir entre la peste et le choléra, l'affairisme ou l'autoritarisme, la droite du chéquier ou la droite de la matraque. Ils peuvent choisir le camp du peuple et écrire ensemble, à plusieurs centaines de milliers de mains, l'avenir d'une ville si belle, nichée entre la montagne et la mer. Ils peuvent défendre les intérêts des salariés, bâtir une ville où il fait bon vivre pour les familles populaires, une ville qui respire enfin, une ville de l'humain et du vivant d'abord, qui n'obéit plus au moindre caprice de la jet set, une ville qui fait la chasse au capital mafieux. Cet espoir-là, il est à portée de bulletin de vote. Vous connaissez la détermination de Juliette Chenel, qui a fait railler dur contre Estrosi ces dernières années. Vous savez désormais que Patrick Allemand a des baskets neuves pour arpenter le terrain. Vous pouvez compter sur mon ami Julien Picot et tous nos camarades qui ont l'expérience de la lutte, de la bataille syndicale, toujours au service exclusif du peuple travailleur. Il reste un tout petit mois, mes camarades. En 1977, ça remonte mais ça a existé. Les anciens ici s'en souviennent. Il s'en est fallu de peu, de très peu, presque rien, peut-être même rien du tout, pour que Charles Caressa ne crée la surprise en arrachant la ville au plan médecin. Aujourd'hui, dans le grossier tumulte du derby fratricide Ciotti-Estrosi, l'espace est là. Ne passez pas votre tour. Ne relâchez pas l'effort, ne comptez pas les heures pour aller de porte en porte, de rue en rue, de maison en maison, d'étage en étage, de vallons en collines, d'entreprise en entreprise pour débattre et convaincre avec confiance. Confiance dans les propositions que vous avez bâties ensemble, confiance dans ce que nous sommes, la gauche de l'espoir et des victoires communes. Il est possible d'élargir encore l'ancrage de votre liste et de faire progresser notre cause, qui est la cause de la paix et de la liberté, la cause du travail et de la justice sociale, la cause de l'humain et du vivant. Alors, et alors seulement, nous nous retrouverons le 23 mars ensemble, avec la fierté du travail accompli, dignes et debout, quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse de résister ou de gouverner. Issa Nissa, viva Nissa la bella, rebella, fraterna e popularia. Et je vais maintenant appeler notre deuxième intervenant national, en notant au passage que nous avons quand même la chance d'avoir 2 secrétaires nationaux. Aujourd'hui, à Nice, je crois qu'on doit être le seul
meeting en France qui a droit à ça. Donc, on les remercie aussi pour avoir organisé les choses de cette façon. Donc, le prochain intervenant est Olivier Faure, notre premier secrétaire national du Parti socialiste. Je vais dire quelques mots pour le présenter. Olivier est membre du Parti socialiste depuis 1984 et député de Seine-et-Marne depuis 2012. Député engagé et reconnu pour sa constance, il vient, c'est très récent, il vient juste d'être élu député de l'année en reconnaissance de la qualité de son travail parlementaire et de sa fidélité aux valeurs sociales et républicaines. Il a été élu premier secrétaire du Parti socialiste en 2018, réélu en 2021, en 2023 et en 2025, et tout son parcours témoigne de son engagement sans relâche au service de l'intérêt général et du progrès social. Et merci vraiment, Olivier Faure, d'être avec nous aujourd'hui à Nice. Bravo. Chers amis, chers camarades, très heureux d'être parmi vous. Et donc, je salue Patrick Allemand, je salue Julien, je salue évidemment celles qui nous représentent toutes et tous dans cette élection à Nice, Juliette Chenel-Leroux. Je salue évidemment Aymeric et Marine. Et vous dire que, à quoi reconnaît-on un rassemblement? C'est pas évident. On est différents. On a des partis qui se distinguent parfois, y compris dans leur choix récent, mais qu'est-ce qui fait un rassemblement? À quoi est-ce qu'on reconnaît un rassemblement? Je vais vous le dire. C'est simple, c'est quand on est le 1, 2, 3, 4e, 5e intervenant et que tout ce qui s'est dit avant vous, vous le partagez. Et vous n'avez rien à y redire. J'écoutais avec attention celui qui est un quasi-candidat sur la liste niçoise Aymeric, qui nous a balayé l'histoire de Nice en quelques minutes, avec un talent indiscutable. Et la vérité, c'est que il y a quelque chose qui, moi, me trouble depuis longtemps. C'est le fait que nous avons toujours du mal à parler de notre identité. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Nicolas Sarkozy a évoqué l'identité nationale. Et à l'époque, je le dis malheureusement, la gauche, dans sa diversité, a considéré que ce débat était un piège. Un piège qui devait nous amener à tomber dans la trappe de leurs idées sordides. Je crois le contraire. Je crois que nous aurions dû relever au contraire le défi, comme vient de le faire Aymeric, et de rappeler que, justement, notre identité n'est pas celle qu'on nous raconte parfois, qui serait celle de Français qui, depuis Vercingétorix, n'ont jamais changé, qui auraient été, depuis toujours, entre monarchie et empire, à la recherche désormais d'une monarchie constitutionnelle. Ça n'est pas vrai. Notre histoire, elle est différente. Elle est celle que tu viens de rappeler pour Nice. Elle est celle de la Révolution française, elle est celle de la Commune de Paris, elle est celle de la Résistance, elle est celle du Front populaire, elle est celle de ce 10 mai 80 que nous avons partagé toutes et tous. Et donc nous devons effectivement relever le drapeau. Tout à l'heure, Patrick a dit ce drapeau bleu, blanc, rouge, il est le nôtre. Oui, ce drapeau est le nôtre. Et il est fascinant de voir à quel point ceux qui n'ont jamais accepté la République en font aujourd'hui leur emblème, retournant un à un tout ce que nous avons nous-mêmes construit, le patriotisme révolutionnaire, mais y compris la laïcité qu'ils ont retourné en faisant un instrument exclusif aujourd'hui contre le monde musulman. Mais plus loin encore, ils ont choisi de reprendre tous nos thèmes, un par un, et se les approprier, et de faire comme si désormais même le féminisme était un instrument au service de l'extrême droite pour contester les choix que les femmes, depuis les années 60, se sont émancipées
du patriarcat, progressivement, c'est pas fini, on en a bien conscience, mais voilà que l'extrême droite, à chaque fois, cherche à revenir sur ce que nous avons construit. Et pardon, mais je vais faire un petit détour loin de Nice pour y revenir. Nous sommes dans un moment très particulier. Vous en avez toutes et tous conscience. Ce moment, il est celui où on évoque une internationale réactionnaire. Vous la voyez se déployer outre-Atlantique avec Donald Trump, avec Javier Milei, avec un nouveau président au Chili, qui lui aussi vient de l'extrême droite, avec ceux que l'on appelle les libertariens, qui sont les géants de la tech et qui, entre capital et transhumanisme, naviguent et rêvent d'un monde où ce qu'ils appellent liberté serait la liberté du renard dans le poulailler. Ces gens sont là, partout, à chercher à venir reprendre ce que nous avons patiemment construit depuis 80 ans. Qu'avons-nous construit après la Seconde Guerre mondiale? D'abord, un monde fondé sur le droit international, l'état de droit. Et partout dans le monde, vous voyez à quel point il y a des gens qui sont prêts à le sacrifier. Je pense évidemment à ce qui se passe au Proche-Orient avec Netanyahou. Je pense à ce qui se passe en Iran avec Khamenei. Je pense à ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. Je pense à ce qui se passe avec Poutine au moment où nous allons commémorer la 4e année de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce qu'ils veulent sacrifier, c'est aussi ce que nous avons construit, nous, dans notre diversité, la gauche, cet État-providence, qui a permis à des femmes et à des hommes de ne plus souffrir de la même façon que ceux que tu as cités, Émeric, et qui nous ont précédés. Les combats syndicaux, les combats politiques ont permis de construire ce sur quoi nous vivons aujourd'hui. Un jour, dans un marché, je rencontre une jeune femme qui me dit « Ah, le PS !» me voyant. Bon, merci. J'avais l'impression qu'elle était tellement heureuse de me voir que je lui tends mon tract et je lui dis « Merci de votre soutien et puis retrouvons-nous au moment du bureau de vote. » Ah mais non, mais... J'ai dit « Ah, le PS !» Mais je pensais à vous parce que c'est formidable ce que vous avez fait, mais ça c'est le passé. Parce que tout ce que vous avez construit les uns avec les autres, maintenant c'est de l'acquis. Plus personne n'y reviendra jamais. Je lui dis, comment ça? Plus personne n'y reviendra jamais. Mais vous rêvez. Malheureusement, l'histoire est ainsi faite que nous sommes condamnés à être décisifs avec notre rocher que l'on remonte, auquel on fait remonter la pente. Et puis, malheureusement, parfois, le rocher retombe et c'est un éternel recommencement. Parce que les forces du capital, pour ne prendre qu'elles, à chaque fois que vous leur ouvrez une brèche, elles s'y infiltrent et elles cherchent à redominer, y compris sur tous les espaces que nous avons nous-mêmes cherché à conquérir. On parle d'acquis. Il y a des conquis, mais rien n'est conquis pour toujours. Et nous l'observons à notre détriment depuis bientôt 9 ans, avec Emmanuel Macron, qui a lui aussi cherché patiemment à revenir sur tous les droits que nous avions créés. Il n'y a rien de définitif. Et donc cette internationale réactionnaire, elle a pour objectif de mettre par terre ce que nous avons nous-mêmes construit. Et le malheur, c'est que quand on parle des États-Unis, on ne parle pas seulement de ce qui se passe outre-Atlantique. On parle aussi de ce qui se passe désormais en Europe. Alors on se dit, oui, il y a bien Orban, il y a Meloni, et puis c'est tout. Mais non, regardez ce qui se passe chez les Slovaques, chez les Autrichiens, chez les Néerlandais, chez les Espagnols, chez les Portugais. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas grave. Regardez, au Portugal, il y a une semaine, Seguro l'a emporté largement face à l'extrême droite. Oui, il l'a emporté largement face à l'extrême droite, mais, pardon de le dire comme ça, les Espagnols sont encore en 2002, quand nous sommes en 2026. Et ce que nous avons connu nous-mêmes en 2002, cette première fois où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour d'une élection présidentielle, nous avons manifesté. Je me souviens de ce 1er mai où nous étions des milliers et des milliers dans les rues de Paris et de France à dire notre détestation de ce qu'il représentait. Mais, à la vérité,
nous défilions en pensant qu'il n'y avait aucune raison de croire que Jean-Marie Le Pen puisse l'emporter. Et d'ailleurs, il ne l'a pas emporté, très largement battu par Jacques Chirac à l'époque. Mais ce n'était que la première fois. Et nous sommes habitués à voir l'extrême droite. Ça fait déjà 3 fois qu'ils sont au second tour. Depuis 2002, en un quart de siècle seulement, ils ont été à 3 reprises au second tour d'une élection présidentielle. Nous y avons été une seule fois. Et donc, chers amis, chers camarades, cette histoire-là n'est pas une histoire pour rire. Et parfois, on se dit, quand on est un simple militant ou un simple citoyen, on se dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire ? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces énergies qui se déploient à travers le monde, moi qui ne représente pas grand-chose ? Eh bien si, vous connaissez la chanson. Je ne sais pas si vous voyez à laquelle je fais référence. Internationale. Et donc c'est une écologiste qui la chante le mieux. Mais donc Aymeric à la fin du meeting l'entonnera et nous la reprendrons avec lui. Mais ensemble soyons tout. Et donc chers amis, si je suis passé par cette internationale réactionnaire pour revenir à Nice, c'est pour vous dire que malheureusement ce qui se passe là-bas peut se passer demain ici aussi. Et que la première digue que nous devons poser, c'est à l'occasion de ces municipales, face à ces forces de la réaction. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce sont 2 maires, Zohran Mamdani à New York et ensuite Jacob Frey à Minneapolis. 2 maires qui se sont levés contre Donald Trump et qui sont les 2 premiers à avoir fait trébucher le Trumpisme. Alors oui, en France aussi, ce sera à partir des élections municipales que nous commencerons à faire trébucher l'extrême droite et ses alliés. Nous ferons en sorte de ne pas laisser penser que ce pays a vocation à se donner à l'extrême droite en 2027, parce que nous sommes ce pays qui a cette identité dont nous venons de parler. Alors ce sud-est de la France, je vois bien qu'il se déploie ici. Je pense à l'extrême droite. Ils sont venus ces jours-ci. Marion Maréchal Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour, et qui pensent être tous ici en territoire conquis. 50 nuances de racisme pour nous dire la même chose. Eh bien, nous n'allons pas, et là je parle devant Juliette, nous n'allons pas les laisser déverser leur marée noire, leur marée brune sur vos plages, sur vos montagnes, sur vos territoires. Nous n'allons pas les laisser faire. Nous allons, au contraire, ensemble, dire à toutes celles et ceux qui inquiètent à Nice et sur l'ensemble de ce département, leur dire que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois athée, tu es ici chez toi. Que tu sois homme ou femme, tu es ici chez toi. Que tu sois homosexuel ou hétérosexuel, tu es ici chez toi. Quel que soit ton mode de vie, dès lors que tu respectes la loi commune, tu es chez toi. Et il n'y aura pas d'exception. Nous avons ici une drôle de ville. Une ville où se profile un duel. Un duel au soleil entre... Je cherchais dans les nombreux films d'Ennio Morricone un film qui pourrait servir. Mais je n'ai pas trouvé le bon. Je n'ai trouvé que La Brute et le Truand. Il y a bien la bonté, mais pas la bonne, qui est Juliette. Et c'est vrai que, franchement, je n'aimerais pas être niçois aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, pas demain. Soyons clairs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse être très fier d'une ville où vous avez 2 hommes qui ont tout fait ensemble, que rien ne distingue, sinon la chevelure, ou l'absence de chevelure. Tout à l'heure, effectivement, on a dit pas le physique. Mais Aymeric a dit le petit Ciotti, pensant certainement au petit Napoléon.
C'était une référence à Victor Hugo. Et donc, derrière cette référence littéraire, je peux me permettre de faire simplement cette allusion capillaire pour dire que rien ne les distingue vraiment. Qu'ils ont tout fait ensemble. Et de les voir aujourd'hui se jeter les affaires l'un à l'autre. De les voir se piquer des adjoints l'un à l'autre. De les voir, au fond, projeter la même chose pour Nice. C'est-à-dire peu ou pas grand-chose. Aymeric a parlé de culture. Tu as parlé de culture, Juliette. La première chose qu'ils ont faite, c'est détruire le théâtre. Comment peut-on imaginer, y compris... J'ai bien compris que l'identité ici, c'était des processions. Mais l'identité, elle se propage d'abord par la culture, parce que nous avons en commun, et par ce monde culturel qui interroge le monde tel qu'il va. La liberté de création, indispensable. J'étais, il y a quelques jours, presque quelques heures, à Avignon, à rencontrer à la fois Thiago Rodriguez, le patron du Festival d'Avignon, les organisateurs du Off, et puis les scènes qui parcourent la ville d'Avignon, qui aussi sont très inquiets parce qu'ils voient que l'extrême droite se profile jour après jour et qui nous disent que jamais, jamais ils ne collaboreront avec l'extrême droite parce qu'ils veulent une création qui reste libre, parce qu'ils veulent tout simplement que notre pays reste ce qu'il a toujours été, un pays de liberté, un pays où chacun peut avoir sa place. Et ce que je vois en traversant le Sud-Est, c'est qu'on a partout le même débat. D'un côté, des gens qui voient les centres-villes, vitrines. Vous avez des maires Instagram qui installent au sommet de leur ville, quand il y a un sommet, les lettres de leur ville pour que chacun puisse venir s'y prendre. Et puis, qui laissent les quartiers à l'abandon. Et si j'osais ce mauvais jeu de mots, je dirais... Non, je ne le dirais pas. Bon, mais je dirais simplement qu'il y a cette même façon de concevoir la vie en collectivité. Un centre-ville surdoté, des quartiers abandonnés. Ce que je vois ici, c'est que vous avez fait le choix exactement inverse, de donner à chaque Niçoise et chaque Niçois la possibilité de vivre et de vivre bien, de faire en sorte que le pouvoir d'achat et l'écologie se mêlent à travers la gratuité des services de transport, à travers ce que vous avez prévu de faire aussi pour rénover toutes les écoles et faire en sorte que chaque enfant de Nice ait les mêmes chances. Faire en sorte que le logement soit accessible, abordable, que chacun puisse, là encore, trouver sa place. Que vous fassiez en sorte aussi de faire en sorte que, pour ces gens qui sont si légalistes, qui vous disent tout le temps qu'ils sont là pour faire régner l'ordre, eh bien, l'ordre, ce n'est pas simplement mettre des policiers partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de policiers, et tu as eu raison de dire que la sécurité n'est pas un sujet de droite dont la gauche serait absente. Mais l'ordre, il ne peut pas être uniquement un ordre sécuritaire, il est aussi social. Et quand on a une ville qui ne respecte pas la légalité parce qu'elle ne respecte pas cette loi SRU qui demande à chaque collectivité de prendre sa part de logement social et de ne pas justement laisser des ghettos urbains se former, eh bien je dis que Nice aujourd'hui est hors la loi et que vous avez raison de vous battre pour la légalité, vous avez raison de faire en sorte que vous retrouviez un état de droit qui permettra à chacune et chacun de se loger. Faire en sorte que la sécurité retrouve tous les quartiers. Je n'y reviens pas. Et, chers amis, chers camarades, je termine en vous disant que merci pour ce rassemblement. C'est pas facile, le rassemblement. Chacun sur cette liste avait certainement de bonnes raisons de penser qu'il pouvait être tête de liste. Et c'est souvent le cas dans toutes nos villes. Mais il se trouve que ce soir, Marine et moi sommes ensemble ici. Mais j'étais à Toulon hier, Marine y sera demain, j'étais à Avignon avant-hier, Marine y sera dans 2 jours. Nous allons nous croiser, nous allons faire en sorte que cette campagne soit une campagne où de toutes les couleurs de la gauche, nous puissions nous retrouver. Que nous puissions montrer que nous n'avons pas baissé les bras, que nous ne sommes pas prêts par nos divisions à dérouler progressivement le tapis rouge jusqu'à l'Élysée pour Jordan Bardella. Nous allons tout faire pour que la gauche reste unie. Et ce que les maires ou les candidats aux municipales ont compris, que tout le monde le comprenne. Nous avons besoin de cette union, besoin de ce rassemblement, besoin de cette ferveur populaire, besoin de faire ensemble ces meetings et de montrer que nous ne sommes pas chacun dans un silo, chacun dans notre propre bulle,
mais que nous sommes ensemble et qu'ensemble, nous pouvons à nouveau changer la vie. Alors merci à toutes et tous. Faites de Nice à nouveau une ville populaire, une ville où chacun trouve sa place. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Olivier. Avant de passer la parole à Marine, je voudrais juste qu'on prenne un moment pour remercier toutes celles et ceux candidats et militants qui tractent et qui sont sur le terrain depuis des semaines. Bravo. Les professionnels. Bravo. Et particulièrement celles et ceux qui travaillent d'autant plus tous les jours sur la campagne. Je pense notamment à Julien Navarro. Bravo. Romain G. Et Julien Philippot. Merci beaucoup à vous toutes et tous, puisque cette campagne, sans vous, n'existerait pas. Merci beaucoup. Et enfin, je vais passer le micro à Marine Tondelier, qui est donc élue locale à Hénin-Beaumont. Conseillère régionale des Hauts-de-France, Marine Tondelier est une figure centrale de l'écologie politique. Depuis fin 2022, elle occupe le poste de secrétaire nationale des écologistes, où elle prône une écologie populaire et ancrée dans les territoires. Elle s'est particulièrement illustrée par son opposition frontale au Rassemblement national dans le bassin minier du Pas-de-Calais. En 2024, elle joue un rôle moteur dans la création du nouveau Front populaire, s'imposant comme une voix incontournable de la gauche. Merci beaucoup Marine de ta présence. Merci beaucoup Pauline, je vais rectifier ma présentation comme je suis souvent amenée à le faire car je ne suis pas conseillère municipale d'Hénin-Beaumont mais conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont. Et j'y tiens beaucoup, sinon ça jette une espèce de froid dans les salles. Ils se disent, mais on savait pas. Et donc oui, ça nous fait un point commun entre le Pas-de-Calais et votre beau département. Un point commun dont on se passe très bien, mais un point commun que l'on va combattre ensemble cette année et toutes les années qu'il faudra. N'est-ce pas ? Je voulais vous dire aussi que vous étiez à peu près la ville la plus éloignée de la mienne, dans laquelle je pouvais aller faire campagne, et que, à croire que peut-être j'aime bien parfois partir d'Hénin-Beaumont, puisque cette année je suis venue 3 fois, alors la fois dernière je crois que mon fils avait encore 5 ans, donc ça devait être à l'automne, c'était vacances de la Toussaint, il y a 1 an et demi, où on était venu lancer la campagne dans une salle déjà très jolie. Je crois qu'ici on ne vous prête pas les salles municipales, c'est ça ? C'est illégal. C'est illégal de ne pas prêter de salle municipale, mais bon, je sais que vous avez affaire à des multirécidivistes ici à Nîmes, mais à Nice. Nîmes, j'y vais dans 2 jours. Mais donc, ça nous permet d'être dans de très belles salles. On avait déjà fait péter la jauge de la salle la fois dernière. Vous en avez loué une encore plus grande. Et il y a encore des gens debout. Bravo pour ça. Et donc, oui, pour venir, j'ai fait 16 heures de train. Il y avait plusieurs trains dans cette affaire. Mais je ne regrette pas, parce que je dois vous dire que vous êtes magnifiques. Je vous vois là, et quand on fait comme avec Olivier, on fait en ce moment 1, voire 2, voire 3 villes par jour pour les municipales, vous avez de la chance, vous en avez à 2 en même temps, c'est très très rare. Non pas qu'on ne s'entend pas bien, mais nous nous déployons sur tout le territoire pour renforcer l'impact de nos déplacements. Il se trouve que tu devais venir vendredi soir. Moi, je pouvais pas être vendredi soir parce que je récupérais le petit à la sortie de l'école pour ses vacances et je voulais l'emmener. Et donc, tu as gentiment accepté de faire combiner les dates. Merci quand même à Olivier. Ça permet d'avoir un très bel événement. Mais oui, ces 16 heures de train en valaient la peine parce que quand on fait, donc, comme on le fait en ce moment, beaucoup de réunions publiques de genre, je dois vous dire qu'en quelques secondes, on sait. En quelques secondes, on sait si ça se passe bien ou pas. Et que quand on voit comme ici des visages souriants, je vous jure, vous avez tous le smile, sur la bouche et dans les yeux. Moi, je les vois, vos yeux, plein de fierté de vous dire, on a rempli cette salle. On a réussi à être tous ensemble. On va faire quelque chose.
Vous avez cet espoir qui brille dans les yeux, qui me rend tellement fière d'être là avec vous, pour vous soutenir et pour vous soutenir jusqu'à la victoire. Car nous ne sommes pas là pour plaisanter. Nous ne sommes pas là pour faire figuration. Je sais que le combat politique à Nice est rude, et alors tu nous as fait une histoire de Nice, j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, je pense qu'il faut lui trouver une place sur la liste. À Aymeric, il est très très fort, c'est à Nice qu'il faut qu'il soit élu. Désolé pour Johanna Roland, mais là, vous avez un spécial, je te vois bien, culture et patrimoine, parce que tu avais l'air d'avoir déjà pas mal les trucs. Mais s'il y a un moment où vous pouvez les battre, c'est maintenant. Alors on a Ciotti et Estrosi, c'est intéressant quand même, parce que qui connaît le mieux Ciotti dans toute la ville? Et il le déteste. Qui connaît le mieux Estrosi dans toute la ville? Et il le déteste. Bon, bah, excusez-moi, c'est quand même ceux qui se connaissent le mieux qui en parlent le mieux. Et moi, j'écoute toutes les interviews en ce moment. C'est délicieux de les entendre comme ça, après 30 ans de compagnonnage, expliquer qu'ils sont la pire personne sur Terre pour l'autre. Je trouve ça magnifique. Oui, le système Ciotti-Estrosi est en train de s'effondrer. De s'effondrer. Il s'effondre pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils se détestent, alors qu'ils se connaissent très très bien, donc on devrait les écouter quand même parler l'un de l'autre. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont lancé ensemble les Jeux Olympiques des affaires en justice, et qu'ils ont tous les deux gagné. C'est quand même la fin d'un système. Alors je crois que c'est grâce à toutes les enquêtes que Juliette et son équipe ont réussi à lancer, mais quand même, ils se sont formidablement bien débrouillés. Et quand je vois des multirécidivistes pareils, et quand je lis leur programme sur les multirécidivistes, je me dis que c'est comme Marine Le Pen, dès qu'ils seront condamnés, ils diront « Oui, mais nous, c'est pas pareil. Non, mais il faut que la justice soit dure pour tout le monde. Mais nous, quand même, on est élus, on devrait avoir un jugement de faveur. » C'est quand même des gens qui sont durs avec tout le monde, qui donnent des leçons de morale à tout le monde et qui ne se les appliquent jamais à eux-mêmes, et on en a marre. Et puis on est ici pour parler de politique municipale, mais vous avez quand même des personnages nationaux. Et on va en parler de leur bilan national. Alors il y a Estrosi qui a rejoint Macron. Et franchement, quand on voit ce qu'ils font en ce moment, mais ça dure depuis des années, on voudrait livrer un pays aux mains du Rassemblement national qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Regardez le dernier budget qui sabre les aides aux radios associatives, qui voulait supprimer la prime de Noël pour les gens au RSA, qui taille dans les emplois d'insertion, c'est-à-dire des personnes qui disent « Ah ben nous, voilà, on est en situation de handicap, on est au chômage de longue durée, on est au RSA ». Des associations, des gens dans l'ESS leur tendent la main pour leur trouver des postes d'insertion et par le travail, les réinsérer dans l'économie, dans la société, dans des liens d'amitié. Enfin, c'est super. Et on va couper des dizaines de milliers de postes dans l'insertion. Et pendant ce temps-là, on leur dit « Ah ben non, vous n'aurez plus la prime de Noël ». Alors on a réussi à l'empêcher à la fin, mais vous n'aurez plus la prime de Noël si vous êtes au RSA, sauf si vous avez des enfants. Parce que c'est bien connu, quand on n'a pas d'enfants, on ne fête pas Noël. On n'a pas de frères, de sœurs, de voisins, d'amis, de parents à qui on a envie de faire des cadeaux. Ou même si on est tout seul, d'avoir envie d'améliorer l'ordinaire ce soir-là. On leur dit, vous n'aurez plus de prime de Noël, comme ça vous donnera le goût du travail. Mais quel travail? Celui qu'on leur a enlevé dans l'insertion? Tout ça n'a aucun sens. Et vraiment, ces années de gouvernement Macron soutenues par Estrosi conduisent le pays dans une direction qui est très mauvaise. Parce que ce que ça veut dire, toutes ces politiques d'austérité, et j'en profite pour adresser un petit salut à toutes les équipes de ici. Si vous êtes comme moi, vous les appelez encore France Bleu. Ouais. Parce que quand ça change, on met quelques années à s'en rendre compte. Mais donc, vous savez, dans les équipes de France Bleu, les matinales, elles sont filmées. Je donne un petit exemple des réductions budgétaires. Donc les matinales sont filmées, et c'est du coup une coproduction France Télé, ici, France Bleu. Et bien, dans le budget pour 2026, il y a... Je crois que c'est entre 30 et 40 millions de moins pour France Télévisions. Du coup, France Télévisions voit où ils peuvent faire les économies. Bon, ben, ils préfèrent faire les économies sur les trucs qu'ils faisaient avec Radio France. Comme ça, c'est un peu externalisé. Et donc, ils suppriment le prestataire qui filmait en fait ces matinales. Et derrière, il y avait des opérateurs visuels qui travaillaient pour Radio France et qui faisaient un peu la connexion. Et ben, c'est 50 postes dans toute la France qui vont être supprimés. Et évidemment, c'est des métiers un peu nouveaux. Donc, c'était des plus jeunes. C'est des gens qui ont créé des emprunts immobiliers. C'est des gens qui ont des jeunes enfants, qui essayent d'acheter une voiture, qui ont plein d'emprunts. Et on va leur casser, voilà, les briser dans leur élan,
parce que cette baisse de budget aura fait en cascade la suppression de leur emploi, tout comme quand on baisse les budgets des collectivités, en fait, à la fin, on baisse de la commande publique et donc des carnets de commandes des entrepreneurs qui sont moins remplis. Ce budget d'austérité, c'est pas juste de l'austérité pour l'État, c'est pour tout le monde. Et si je vous dis ça, c'est que Estrosi soutient cette politique. Et alors Ciotti, je dis pas ça pour le défendre, parce que lui, c'est pire. Lui, il est dans une union là des droites de je sais pas quoi, en tout cas des fachos, quoi, je sais pas comment les appeler autrement. Et vous savez de qui ils ont le soutien? De Trump. Et ce qu'il faut quand même raconter aux gens, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le drapeau bleu, blanc, rouge, les patriotes, tout ça, et qu'ils sont et qu'ils sont pas. Mais Trump, son projet pour l'Europe, il est simple. Il veut plus d'Europe. Il veut tout détruire. Il veut affaiblir la France et détruire l'Europe. Et bien, sachez que les gens qui veulent affaiblir la France et détruire l'Europe, pour qui ils appellent à voter? Pour le RN, pour les amis de Ciotti. Donc qu'ils ne viennent pas nous parler du drapeau bleu, blanc, rouge. Parce qu'ils sont la 5e colonne. La 5e colonne, les ennemis de l'intérieur de la France et de l'Europe. C'est ça, Éric Ciotti. Racontez-le aux gens. Bon, on a assez parlé d'eux, on va parler de nous. Parce qu'ils sont en train de s'effondrer. Et vous, pendant ce temps-là, vous construisez quelque chose de magnifique. Vous êtes la chance de cette ville. Et cette fois-ci, vous faites vivre une alternative crédible, juste et désirable pour Nice. Et ça, c'est magnifique. Parce que quand on vit dans une ville, moi, j'ai entendu tout à l'heure des mots durs, mais juste, sur celles et ceux qui, à gauche, avaient fait le choix de la division pour cette élection. Ils sont pas nombreux, ils sont 1. Mais c'est un de trop. Et je vais vous dire, évidemment que, il y a des gens qui sont plus fans de tel ou tel parti à gauche. Peut-être dans les militants, c'est très très fréquent, c'est logique. Mais enfin, dans les électeurs de la gauche et des écologistes, qui d'ailleurs, regardez les sondages et les études d'opinion, ne sont pas pour la plupart assignés à un parti politique. Ils votent là où ils pensent que leur bulletin sera utile. Mais quand t'es de gauche et que t'habites dans une ville de droite, voire comme chez moi d'extrême droite, tu n'as pas le luxe de te dire « Oh, j'aimerais bien avoir 12 listes de gauche pour pouvoir bien choisir. » Non, toi tu veux une liste qui gagne. Et je trouve qu'il faut être sacrément déconnecté ou privilégié pour penser que les gens en ont quelque chose à cirer du fait que la ville soit un tout petit peu plus à gauche, un tout petit peu moins à gauche. Ils veulent des politiques environnementales et des politiques sociales. Et notre travail, c'est de le permettre. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous faites. Et je vous le dis, les électeurs sanctionneront durement la division, parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils veulent gagner. En 2026, en 2027, en 2028, vous aurez aussi ici un gros défi à relever, et toutes les années qui suivront. Et nous, c'est ça qu'on va vous permettre. Parce que quand on vit dans une ville comme Nice, on sait la différence entre un maire comme Estrosi et un maire écologiste. Estrosi, j'ai vu, il a fait un petit livre sur l'écologie. Qu'est-ce que c'était émouvant. J'espère qu'il a gagné un peu d'argent quand même avec ce livre. Quand on se prétend écolo, alors qu'on est le maire qui défend l'extension de l'aéroport, mon fils, je suis avec mon petit garçon là qui était choqué de voir les avions passer genre dans la ville. Je disais bah oui, regarde là c'est l'aéroport. Oh, il était hyper choqué. Ensuite, on a un maire qui est l'un de ceux qui a le plus bétonné la plaine du Var. Enfin, ces gens qui prétendent d'ailleurs défendre les agriculteurs. Ah bon, ils les défendent quand? En bétonnant leurs terres agricoles, en pouvant pas mettre de produits locaux dans les cantines parce qu'il n'y a pas d'agriculture locale. Mais enfin, pour qui se prennent-ils? Et ils pensent qu'on va les croire. Estrosi, il nous donne aussi des leçons de sécurité. Mais franchement, moi, je n'accepte plus de leçons de sécurité de la droite. Ces gens, ça a été dit tout à l'heure, quand ils ont eu le pouvoir, c'est pas 10 000 postes de policiers qu'ils ont supprimés, c'est 12 000. Ils ont supprimé 12 000 postes de policiers nationaux quand Sarkozy était à l'Élysée. Alors, leur leçon de morale sur la sécurité, pas à nous. Pas à nous. Ils ont supprimé la police de proximité, celle que, avec Lionel Jospin, la gauche plurielle avait mis en place. Alors les leçons de sécurité, pas à nous. Pas à nous. Alors oui, j'ai lu dans le programme que vous aviez beaucoup de propositions là-dessus, 100 postes de médiateurs sociaux, insérés dans les quartiers, une police municipale mieux dotée. Et moi, je le vois dans les villes écolo de gauche où je suis allée, à quel point les recrutements ont été améliorés, y compris les conditions de travail, parce que nous, on est de gauche. On sait qu'il suffit pas d'ouvrir des postes. Il faut que les postes soient attractifs. Et donc, on s'occupe aussi du fait que les conditions de rémunération et de travail soient les bonnes. Mais vous savez quoi? Ce qu'on sait aussi à gauche, c'est que la sécurité, c'est pas que ce dont on parle sur CNews, en fait.
La sécurité, c'est tout le temps, du petit déjeuner au coucher. La sécurité, c'est de savoir que tes enfants n'iront pas à l'école le ventre vide. La sécurité, c'est quand tu es une femme, savoir que si tu es victime de violences intrafamiliales, tu seras aidée. Et tout ça, ils n'en parlent jamais. La sécurité, c'est aussi savoir que quand tu bois, quand tu manges et quand tu respires, tu n'es pas en train de t'empoisonner. C'est ça aussi la sécurité. Et nous, eh bien, on va faire de la sécurité à 360 degrés. Aucun angle de la sécurité ne sera oublié parce qu'on prend soin des gens dans une sécurité globale qui prend en charge l'état des écosystèmes, l'état de la santé animale et l'état de la santé humaine, parce que l'un n'ira plus sans l'autre. Tous les scientifiques le disent. Nous avons une tête de liste scientifique, nous. Eh bien, eux, peut-être qu'ils n'auraient pas dû sécher l'école parce que comme ça, ils sauraient. Sécurité pour toutes et tous, maintenant. Un petit mot sur le tram aussi que j'ai rajouté parce que j'apprends des choses tous les soirs hein, dans chaque ville. Et donc tu as parlé de ce projet de tram qui, depuis 25 ans, c'est ça, était à l'arrêt. Moi, je vais prendre la défense du maire de Lyon en vous expliquant ce que le maire de Lyon a fait, parce que vous savez qu'il vit une campagne pas très simple. On lui souhaite tout le courage du monde, mais il a fait un truc formidable à Lyon. C'est que dans son programme en 2020, il y avait un projet de tram nouveau qui sortait vraiment. Enfin, c'était son programme qu'il posait. Eh bien, nous sommes en 2026. Dans un mandat en plus qui a été court, parce que rappelez-vous, il y a eu 3 mois entre les 2 tours, donc c'est 3 mois de moins, puis quasiment 1 an très compliqué pour lancer des chantiers avec les règles de distanciation sociale et le BTP qui avait pris du retard. Et bien dans ce mandat hyper compliqué, le programme qui prévoyait un tram sur lequel il a été élu a été respecté puisque nous sommes en 2026, que ce tram existe, qu'il roule et qu'il y a des passagers dedans. C'est ça la qualité de la gauche et des écolos qui font pas des promesses en l'air, mais qui savent les mettre en œuvre. À propos de promesses en l'air, je voulais vous parler d'école. Parce que j'ai compris qu'Éric Ciotti, il n'avait pas bien compris qu'il y avait des enfants dans sa ville, en fait. C'est un sujet qui lui échappe. Alors là, les enfants, d'ailleurs, nous, ce qui est bien à gauche, c'est qu'il y a toujours des enfants dans les meetings, ça j'adore. C'est la preuve qu'on est ancré dans la vie réelle. Éric, je les confonds. Déjà que la fois dernière, vous savez ce que j'ai fait une interview à Nice Matin, vidéo. J'ai dit Escrozi au lieu de Estrosi. On avait perdu la journaliste, elle a eu un fou rire pendant 10 minutes. Je fais des lapsus comme ça. Donc, en plus, je vous jure, j'avais pas fait exprès. Donc, Juliette, moi, quand je viens et qu'on me parle de Juliette dans la rue, etc., un truc qui m'a marqué dans son mandat, parce qu'elle est élue depuis 2014, et donc c'est quelqu'un qui est ancré, qui connaît les dossiers, et c'est une bosseuse. Et ça compte dans l'opposition comme sur le siège du maire. Juliette, elle s'est dit, tiens, Estrosi, apparemment les écoles, ça n'intéresse pas. Moi, je vais faire le travail à sa place. Elle a écrit à tous les directeurs d'école. Elle a fait elle-même l'enquête. Elle a rédigé un rapport qu'elle a remis en conseil municipal. Et là, Estrosi a été obligée de se rendre compte que oui, il y avait des enfants dans sa ville. Et c'est quand même hallucinant, quoi. C'est combien d'enfants, combien de parents, combien de grands-parents qui disent, nous n'existons pas. Mais dites-lui par leur bulletin de vote que les enfants, ça compte, que c'est les vôtres, que c'est les nôtres, que ça nous intéresse et que c'est l'avenir de cette ville. Faut avoir bien peu de respect pour une ville et pour son avenir pour dire je m'intéresse pas aux enfants. Et donc dans les villes de gauche et écolo, on fait un truc formidable, c'est les villes à hauteur d'enfants. Tu as parlé des écoles débitumées, Oasis, mais voilà, c'est protéger la circulation autour des rues et puis c'est demander aux enfants ce qu'ils veulent. Moi, je fais des réunions en ce moment avec que des enfants. Les adultes n'ont plus le droit de parler. Et on a 30, 40, 50 enfants qui viennent nous dire, moi, je veux ci, je veux ça. C'est génial. Là, j'étais dans une ville à Mont-Saint-Barreuil. Les enfants, ils disaient, nous, on demande juste un truc, c'est une salle municipale comme, non, là, c'est pas une salle municipale, mais c'est une petite salle, voilà. Et un jour par mois, on peut venir, comme vous savez, le dernier jour à l'école, on peut ramener ses propres jeux, là, les montrer à ses copains. Voilà. Nous, on joue juste une salle, une fois par mois, on ramène nos jeux, on rencontre des gens, on peut jouer avec eux à nos jeux quand on n'a pas de frères et sœurs, ou quand ils n'ont pas le bon âge, ou quand ils en ont marre de nous. On veut juste des trucs comme ça. Les enfants, ils ont des super idées de trucs qui coûtent pas cher, et nous leur donnerons la parole, et puis, je ne pouvais pas finir